Bon allez, on va démarrer notre petit tour. Alors, il se doit de passer le petit gel qui va bien. Très bien. Voilà, on a notre passe. Et puis, il y a de l'aération, tout va bien. Voilà. Et allez, on va pouvoir démarrer. Bon Anne, ça va? Ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi ce matin. Dans la fraîcheur de l'hiver. Dans la fraîcheur du sud. Là, franchement, ils nous ont roulé. Ils nous ont roulé, ils nous ont dit qu'il faisait beau. Ouais, dans le sud, moi qui suis du nord. Conseil, on va pouvoir pousser les tracteurs. Donc là, tu as l'habitude de monter dans un tracteur comme ça? Bah oui Thierry, moi je suis fille d'agriculteur. Ah d'accord. Donc non seulement j'ai l'habitude de monter dans un tracteur, mais de le conduire aussi. De le conduire, ah bah j'aurais dû te laisser conduire alors. De moissonner. D'accord. Bon bah je vais te laisser conduire un peu à la fin alors. Bon, allez d'accord. Ça me fera plaisir de remonter sur un tracteur et puis c'est une très belle machine que tu as là. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Dis-moi Anne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc moi je suis directrice des business units semences chez Syngenta. D'accord. Je m'occupe de la France et de l'Europe du Sud. Ok. Et donc aujourd'hui je t'emmène au TIC, au Toulouse Innovation Center, qui est le siège social de Syngenta France et un site dédié à l'innovation en semences. D'accord, qui est assez récent ou... Alors c'est un site qui existe depuis, non je dirais plusieurs années, peut-être même plusieurs dizaines d'années, mais il a été récemment rénové et agrandi. D'accord. Et donc sur ce site on te fera découvrir nos métiers et notre passion pour l'innovation en semences. D'accord. Tu me demandais ce que je faisais, en fait mon travail moi c'est de superviser, de diriger les équipes commerciales et marketing dans 5 pays. Et aussi d'agir en tant que liant entre toutes les fonctions qui travaillent la semence et qui sont basées en France. Parce que tu sais que quand on travaille la semence, on fait à la fois de la recherche et du développement, mais on fait aussi de la production, on fait de la recherche et de production, on fait de la commercialisation, des essais, etc. C'est comme pour tout métier bien plus complexe que ce qu'on peut s'imaginer. Oui, c'est assez étonnant tout ce qu'il y a derrière cette petite graine qu'on met en terre dans nos champs et que tu mets dans tes champs aussi chaque année. Alors, on a prévu des petites questions et ça nous permettra de discuter entre deux sur certains sujets. Je ne sais pas si tu as reçu les questions de Mélanie. Enfin, Mélanie et JB. Hein, parce ça y est, oui, j'ai les questions. Voilà, alors tu as 3 questions normalement avec 3 ou 4 possibilités de réponse. C'est pas moi qui peux te les lire étant donné que je suis en train de conduire, hein, quand même, faut quand même que je me concentre. Tu cites les réponses et puis après tu me dis celle qui te semble la plus évidente pour toi et puis éventuellement tu peux commenter les autres et on en discute un peu. D'accord. Alors je lis la première question. Question de terrain. D'après vous, quelles sont les attentes des agriculteurs vis-à-vis de la sélection variétale? Attention, il peut y avoir des trucs tordus dans la réponse. Hein. Alors. Petit 1, d'avoir des semences qui permettent enfin de booster les rendements stagnants depuis 20 ans. Petit 2, d'avoir des semences résistantes aux bioagresseurs permettant d'oublier les produits phyto. Petit 3, d'avoir des semences OGM résistantes aux défis climatiques. Et petit 4, d'avoir une sélection variétale pilotée par Cocopelli. Je savais bien qu'il y avait des trucs un peu louches. Alors qu'est-ce qui te paraît celle qui correspond le plus aux recherches que vous faites, vous, ou aux demandes des agriculteurs, quoi? Je te dirais, Thierry, que pour moi les 3 premières y répondent en fait. D'accord. La première, elle te dit de booster les rendements qui sont stagnants depuis 20 ans. Alors, c'est toujours une attente? C'est toujours une attente. La deuxième, d'avoir des semences résistantes aux bioagresseurs permettant d'oublier les produits phyto. Oublier les produits phyto, c'est pas une fin en soi en fait. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux agriculteurs de réussir leur culture avec les nouvelles contraintes qui sont liées à moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Et une des solutions peut être apportée par des variétés de semences qui vont être un peu plus résistantes et qu'on va avoir besoin de moins traiter. Donc ça, c'est un axe très très fort dans toutes nos recherches. Et puis le troisième, on dit d'avoir des semences OGM résistantes aux défis climatiques. C'est pareil, les semences OGM, aujourd'hui en Europe, il n'y en a pas. Et c'est pas une fin en soi. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir des variétés qui soient résistantes aux défis climatiques. Ça, c'est peut-être le plus grand enjeu qu'on a aujourd'hui quand on crée nos nouvelles variétés de semences.
c'est d'aider à accompagner avec nos solutions les agriculteurs dans la lutte contre le changement climatique. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on crée une nouvelle variété de semences, on fait des milliers de croisements, et ces milliers de croisements, il faut qu'on les teste dans une grande variation de conditions climatiques différentes, pendant plusieurs années différentes, pour pouvoir sélectionner, choisir celles qui vont être les plus résilientes et prendre celles-ci pour en faire une variété qu'on va proposer. Il faut combien d'années pour sortir une variété entre le moment où on démarre l'axe de recherche et où on arrive à un résultat probant? Il faut du temps, comme dans tout le travail qu'on fait autour du vivant. C'est une réponse de Normand, ça, il faut du temps. Il faut entre 7 et 10 ans pour faire une variété. C'est quand même assez dingue de voir tout ce temps-là, et à la fois c'est réduit quand même parce qu'on n'a qu'un essai, une multiplication par an. Entre le moment où on commence à rechercher et puis la date de mise en commercialisation où il faut développer aussi et puis multiplier, ça peut paraître long, mais c'est quand même hyper court quoi, quelque part. C'est à la fois très long et très court, mais surtout cette longueur, elle nous demande d'anticiper les besoins de demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les axes qu'on va choisir, il faut qu'ils répondent aux questions, aux problèmes des agriculteurs, que les agriculteurs auront dans 7 à 10 ans. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous d'arriver à être au plus proche des agriculteurs pour pouvoir comprendre de quoi ils ont besoin aujourd'hui et anticiper de quoi ils auront besoin demain. Et d'ailleurs, en fait, moi j'aime bien ta question. T'as vu, JB, on aime bien ta question. Et en fait, c'est une question que je devrais te poser à toi. Parce que d'après moi, quelles sont les attentes des agriculteurs vis-à-vis de la sélection variétale? J'ai la chance d'être avec un agriculteur ici, qui en plus, je crois, est en conversion en agriculture biologique. Ouais, tout à fait, ouais. Et est-ce que tu peux me dire, toi, en quelques mots, quelles sont tes attentes vis-à-vis de la sélection variétale? C'est vrai que il n'y a pas une attente forcément. On voudrait la variété idéale qui résiste, j'allais dire, aux maladies, aux insectes, à la sécheresse. Après, si j'avais un élément à mettre en avant, c'est vrai qu'en bio, je trouve qu'on a pas mal de variétés quand même qu'il faut peut-être améliorer et trouver en développement aussi. Donc c'est vrai que la résistance aux bioagresseurs, c'est quand même quelque chose de capital, surtout en agriculture bio. Donc là, voilà, il y a une orientation. On n'ira pas chercher le rendement le plus élevé à condition d'avoir une valorisation suffisante. Mais c'est vrai que la résistance au climat, je vois, ça devient de plus en plus complexe. Alors cette année, c'était particulier, c'était quand même humide. Donc là, on n'a pas eu de soucis, si de maladies, mais pas forcément de rendement ou de développement. Mais c'est vrai que les sécheresses font que les contraintes d'irrigation, après, voilà, toutes les contraintes qu'on nous met en limitant l'irrigation, et puis l'irrigation en elle-même, franchement, c'est pas une sinécure. Donc oui, ce côté climat, résistance surtout au côté plus chaud et plus sec, pour moi c'est hyper important, quoi. Dans l'idée, c'est vraiment les éléments qui sont le plus important. Et c'est vraiment des axes pour nous fondamentaux. Et tout à l'heure tu parlais du rendement. Pendant longtemps on a cherché le rendement à tout prix, mais aujourd'hui avec les changements climatiques et les contraintes réglementaires, les contraintes des cahiers des charges aussi, des filières qui évoluent vite, qui imposent en fait des pratiques culturelles un peu différentes, ça nous demande à nous de changer nos axes de création variétale. Donc la résilience au rendement, la stabilité des rendements, ça devient aussi important que le rendement. On n'est plus dans cette histoire de rendement à tout prix. C'est vrai qu'il y a eu cette course-là à un moment donné. C'est vrai que maintenant, on va plutôt réfléchir aussi coût de production et quelque part une variété qui va mieux résister, être plus stable aussi, comme tu dis, et arriver à mieux résister plutôt que donner des super rendements ou alors parfois des mauvais, ou pas tenir à une maladie qui va tout à coup débarquer et qui va décimer tout. On l'a vu sur certaines variétés, parfois certaines années elles décrochent complètement, quoi. Mais c'est vrai que ça c'est un élément important. Bon, on va passer à la deuxième question parce qu'on en a 3 quand même. Ah oui, alors on y va. Deuxième question. Osez. Quel est le plus grand kiff des agriculteurs? Réponse A. Faire un repas vegan en tête-à-tête avec Barbara Pompili. Je sais même pas qui c'est. Réponse B. Oh là là, prendre l'ascenseur avec Élise Lucet. C'est dangereux. Ouais. Réponse C. Aller au défilé Miss Semence 2022. Ça me plaît déjà plus. Réponse D. Attendre la sortie du prochain Glyphosate Pro Plus 2000. Le glyphosate que tout le monde aime.
Le glyphosate que tout le monde aime. Alors ça veut dire qu'il a des propriétés spécifiques peut-être. C'est parce que c'est le Pro plus 2000. D'accord. Écoute, alors, pour moi, je sais pas, le plus grand kiff des agriculteurs, j'espère que c'est aller au défilé de Miss Semences 2022. Je te réponds ça parce que les semences, c'est vraiment, c'est très précieux pour moi, c'est un domaine qui me fascine. Ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu des semences. Je me suis jamais lassée. Et c'est une décision que j'ai prise au moment où j'ai décidé de ne pas reprendre l'exploitation familiale. D'accord. Pour moi, c'était vraiment important de travailler dans l'agriculture et de contribuer. Et je trouvais que la semence, c'était ce qui me parlait le plus parce que justement, c'était à la fois, quand tu travailles la semence, tu as les pieds dans les bottes, tu mets la semence en terre, donc c'est très agricole. Mais également, tu vas toucher des technologies de pointe. Derrière cette petite semence, et on va vous le faire découvrir aujourd'hui en vous invitant sur notre site, il y a de la gestion de données, il y a de la gestion de ferme, il y a du machinisme, de l'automatisation, il y a du marquage moléculaire, de la génétique, il y a une quantité énorme de sciences qui doit collaborer ensemble pour créer cette petite semence. Ouais, c'est complexe comme on l'a dit tout à l'heure. C'est complexe mais c'est fascinant et puis tu es au cœur de la vie en fait. Moi j'ai vécu un petit peu aux États-Unis et aux États-Unis ils disaient no seed, no food. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de nourriture. C'est la base. C'est la base. C'est pas l'œuf ou la poule, mais c'est. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de. Ok. Donc je me présenterai pas à l'élection de Miss Semence 2022. Ma foi. Mais par contre, j'irais bien la voir avec un couple d'agriculteurs qui kiffent le défilé. Bon, voilà, on va essayer de monter ça, on verra bien. Bon, allez, troisième question. Troisième question. Question future. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer l'image de Syngenta auprès d'Élise Lucet et de ses petits copains? Voilà. Alors, quand on dit Élise Lucet, c'est certainement l'ensemble de la sphère médiatique, voire parfois d'une partie du grand public, quoi. Mais bon, c'est représentatif. Allez. Allez, réponse A. Je la nomme directement chargée de com Syngenta. Désolé pour Sébastien. Le pauvre, il a perdu sa place. Il a perdu sa place. Réponse B. Je l'invite à Lombès pour lui présenter notre travail sur la pollinisation. Vous avez vu hier. On a vu hier, tout à fait. Réponse C. Je renomme la boîte Naturalair, notre avenir alimentaire. Ils sont bons. Et réponse D. Un billet pour la planète Mars. Il y a tout à faire là-bas. Compliqué, hein. Comment on doit discuter avec des gens qui se refusent à toute écoute quelque part, quoi. Oui, tout à fait. Quand on voit là la réponse B, je l'invite à Lombès pour lui présenter le travail sur la pollinisation. Ce serait ma réponse préférée, mais je me rends compte aujourd'hui, et toi tu dois le voir aussi, avec tout ce que tu as engagé comme action de pédagogie à propos de l'agriculture, que malheureusement la pédagogie ça suffit pas. Il faut aussi l'envie des gens de prendre le temps de comprendre, d'écouter, de se faire leur propre opinion. Donc malheureusement souvent le scandale ça a plus d'impact qu'une pédagogie bien faite qui peut prendre un petit peu plus de temps. Mais quand même, j'investirai et je continuerai avec l'interprofession, avec l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'agriculture, de parler comme toi tu le fais, comme d'autres le font, d'expliquer le métier, de montrer à quel point quand on est agriculteur, quand on est comme Syngenta, qu'on sert les agriculteurs, qu'on travaille dans ce milieu, on aime la terre, on a envie de la protéger, on a envie de la transmettre et on sait exactement à quel point elle est précieuse parce qu'elle nous nourrit. Et j'espère qu'à force d'en parler, de s'ouvrir, on finira par avoir une meilleure image. Et à ce sujet-là, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos, j'ai acheté ton livre d'ailleurs. Oh. Toujours en vente d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé. J'aimerais que tu me dédicaces. Ah, pas de souci, avec plaisir. Et j'aimerais savoir en fait pourquoi toi tu t'es engagé. Qu'est-ce qui t'a... Ah, mon déclic. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic où tu t'es dit, moi je vais contribuer à lutter contre l'agribashing, je vais faire découvrir le métier des agriculteurs et à quel point il est beau et il est précieux pour... Alors c'est vraiment au début de...
j'allais dire, enfin il y a 8 ans que j'ai démarré sur YouTube. Et à l'époque, j'ai démarré réellement parce que mon garçon avait été harcelé à l'école parce qu'il était fils d'agriculteur. Donc il avait subi les brimades de ses copains qui étaient... bon, il a jamais trop osé m'en parler, c'est assez compliqué pour lui de le redire. Pendant une année, il a été harcelé là-dessus, nous on l'a su qu'en fin d'année. Ça a été un choc. Et je me suis dit, tiens, j'avais essayé sur YouTube à mettre quelques vidéos d'essais de matériel. Je me dis, tiens, c'est un moyen de couper justement un peu l'herbe sous le pied des médias, entre guillemets, qui s'intéressent malheureusement plus à des choses non pas, voilà, qui sont pas classiques. Moi, je suis dans la présentation de ce que je fais au quotidien. C'est pas le truc le plus fun du monde, même si je trouve que mon métier est très fun. Et donc de le partager sur YouTube en disant, bon, je suis plus à l'aise avec la caméra qu'avec l'écrit, même si je me suis mis à écrire après. Donc c'est vraiment ça à la base. Et puis, même si à l'époque on parlait pas d'agribashing, et on voit que ça a encore évolué. Alors avec des hauts et des bas, la Covid a aidé à parfois remettre un peu l'église au milieu du village aussi, hein, en disant, ah bah oui tiens, c'est vrai, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin de soignants, on a besoin de poubelleurs, parce que c'est des métiers qui sont indispensables, même si on les dénote un peu. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai réellement démarré, et après depuis j'ai pas encore arrêté. Bon, je secoue un petit peu là, hein. Ah oui, là on est en pleine circulation. On est en bateau. Hop. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça... Moi, le souvenir que j'en ai, j'ai grandi en fait dans une famille d'agriculteurs, et quand j'avais 10 ans et j'étais à l'école, quand on était enfant d'agriculteurs, on était plutôt soit les pauvres du coin, soit les gens pas forcément très modernes, etc. Ou qui avaient un petit peu les chaussures crottées en venant à l'école. Enfin, donc c'était pas forcément très prestigieux. Ouais. Mais par contre, on n'était pas dénigré. D'accord. Le métier n'était pas dénigré, je pense, à l'époque. Et aujourd'hui, je trouve ça vraiment dommage, en fait, que le métier soit incompris. Et mon métier dans la semence, il m'a fait voyager dans énormément de pays, et particulièrement aux États-Unis, où j'ai vécu plusieurs années. Et je me suis rendu compte que en France, on est dur en fait avec nos agriculteurs par rapport à d'autres pays. Aux États-Unis, les Américains sont fiers de leurs agriculteurs. C'est un métier qui est prestigieux, c'est un métier qui amène de la valeur au pays. Alors on voit c'est vrai, ici, pas suffisamment, je trouve que c'est dommage. Un angle très différent. Après, on n'a pas le même angle sur l'entrepreneuriat non plus. Et le problème, c'est que l'évolution de l'agriculture est passée d'une agriculture dont la représentation des gens est encore dans le passé, à une agriculture de production, j'allais dire, j'aime bien reprendre le ministre de l'Agriculture qui dit vous êtes des entrepreneurs du vivant. Et c'est vrai que je trouve que ce mot-là, entrepreneur, plutôt qu'exploitant, parce qu'exploitant c'est quand même assez péjoratif, c'est tout à fait vrai. Et quelque part, ça remet en place aussi le fait que on est dans une action économique, commerciale, on n'est pas là pour caresser les moutons et puis compter fleurettes, quoi. Il y a une activité aussi économique derrière qu'il faut assurer. Et si on... donc oui, forcément, il y a une croissance, il y a une recherche de la rentabilité, de l'efficience. Donc il y a du pragmatisme derrière. C'est pas un métier... Alors c'est souvent un métier passion, mais c'est pas un métier non plus où on s'imagine, ah bah oui, mais tiens, on va aller faire des petits trucs sympas et puis ça va bien se passer. Non, il y a des défis qui sont à relever tout le temps. Donc c'est vrai que ça, c'est la complexité et qui n'est pas forcément comprise par le grand public, quoi. Donc ouais, c'est pas évident. Bon, on est déjà arrivé à 20 minutes de petite discussion, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci voilà, de participer à cette petite interview tracteur. Voilà, et puis on peut retrouver sur les réseaux aussi certainement quelques éléments qu'on a pu visiter, qu'on va visiter tout à l'heure, à découvrir un petit peu, et puis découvrir un petit peu le milieu des semences et de la recherche. Je pense que ça va être intéressant. Vous êtes les bienvenus. Merci Anne. Thierry.